Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de notre série sur les municipales avec cette nouvelle webconférence d'actualité intitulée Médiation territoriale, un levier pour établir le dialogue avec l'administré. On va voir qu'effectivement cette thématique euh, peut et doit être importante dans la campagne des municipales. Et, euh, et avant ça, en quoi consiste exactement cette médiation territoriale. Parce que médiation, il y a beaucoup de sortes de médiation. On va en parler un peu, même si ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment cette médiation territoriale dans les collectivités. Et, euh, et de voir que dans ce contexte, alors je ne vais pas préempter ce qu'on va se dire après, mais dans un contexte, on va dire, encore un peu plus tendu qui a quelques temps, c'est un moyen de faire retomber, j'ai envie de dire, la pression. Et avec effectivement les habitants, j'ai oublié de préciser ça, et de résoudre des différends. On va rentrer dans le détail, juste en un mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il existe une soixantaine de médiateurs territoriaux, donc tout confondu, départements, régions, et communes et intercommunalités. Donc c'est pas beaucoup quand on voit le nombre de collectivités. On va essayer d'expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est une institution qui n'est sûrement pas assez connue, qui a besoin effectivement de se faire plus connaître et par tout ce qu'elle apporte. Euh, je ne rentre pas dans le détail effectivement, parce que je ne vais pas, comme je disais, préempter ce qu'on va se dire après. Je vais surtout vous présenter nos deux intervenants. Donc tout d'abord, Joël Guessot, vous êtes médiateur de la ville de Marseille. Alors comme je disais, il y a différentes sortes de médiateurs. Vous êtes aussi médiateur national délégué à la médiation des entreprises au ministère de l'économie et des finances. Tout à fait, bonjour. On dira peut-être un mot sur les autres médiations rapides, parce que c'est vrai que j'ai commencé à, à faire une liste et il y a une quantité de médiateurs avec des statuts très différents, des fois même sans statut, mais c'est un mot très important sur différentes fonctions. Et ça se développe. Et ça se développe encore. Et sinon, tous les deux, vous avez créé un ouvrage spécifiquement sur la médiation, donc je tiens à les citer. Donc Joël Guessot, vous avez écrit un livre qui s'appelle tout simplement Le livre de la médiation territoriale, qui est publié aux éditions Médias et Médiation. L'éditeur a tout trouvé pour publier cet ouvrage-là. Et second intervenant, Dominique Volut, vous êtes avocat et médiateur au barreau de Paris, docteur en droit public et également auteur d'un ouvrage, toujours chez le même éditeur, Médias et Médiation, La médiation administrative, l'humain au cœur de la cité. Alors peut-être qu'on dira un tout petit mot sur ce qu'est la médiation administrative, c'est encore une autre sorte de médiation. Il y a des passerelles évidemment avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est vrai que ça rentre dans cette longue liste dont je parlais. Euh, Peut-être vous dire qu'on s'organise autour de trois grandes séquences. Donc, je vous dis l'intitulé. Hein. Ces séquences, tout d'abord, de situer l'intérêt de la médiation dans le contexte actuel je ne sais pas comment l'appeler, de défiance, d'incompréhension. Comme je disais, c'est une période malheureusement où cette défiance est très forte. Donc, et de voir vraiment les atouts de la médiation face à ce contexte. Deuxième séquence, j'ai envie d'appeler ça la médiation en pratique, donc avec des exemples, de voir que ça concerne quasiment tous les secteurs de l'activité municipale. On pense effectivement plus à la voirie ou l'urbanisme, mais tous les secteurs sont concernés. Et troisième séquence sur l'intérêt de développer la médiation, ce que je disais un peu au début, et, euh, et également le changement même des profils, c'est ce que vous m'avez dit hein, quand on a préparé cette webconférence, changement des profils des médiateurs, peut-être un rajeunissement, professionnalisation. Et donc voilà, on sera plus sur Ouais. cet aspect-là. Et, euh, et une des finalités, alors ça on en parlera peut-être déjà même avant, il y en a plusieurs, mais une des peut-être les plus importantes, c'est l'amélioration du fonctionnement de l'administration communale. Et ça, c'est un aspect très, très important. Alors, bon, traditionnellement, on a toujours nos petites questions sondage. Donc, avant de démarrer, je vous en pose une première. Là, l'idée, c'est de prendre un peu le pouls, de savoir qui on a en face de nous. Donc, la question, c'est avant aujourd'hui, connaissiez-vous l'existence et le rôle des médiateurs territoriaux, pardon. Donc, oui ou non, c'est très simple. Hein.
Donc c'est Ce anonyme. sont les internautes qui répondent, Oui, c'est ça? tout à fait, ouais. Et donc c'est anonyme, donc n'ayez aucun scrupule. Donc ça nous aide, on a une petite idée de la réponse, mais en même temps, on ne sait pas précisément qui est là, et c'est aussi la proportion aussi. Parce que soyons honnêtes, on sait que c'est une institution qui gagne, Méconnu. qui gagne à être connue. Donc je vous laisse répondre, mais j'ai l'impression qu'on a déjà les On a réponses. déjà une tendance. Et ben, c'est un peu du 50-50. Oui, 45% et non 55%. Très bien. Ça Donc, montre sûrement le chemin qui a déjà été parcouru et oui, celui qui nous reste à parcourir, en fait. on peut se dire que dans les gens qui se sont inscrits à notre webconférence, il y a un public un peu captif, peut-être, déjà qui connaissent, qui sont intéressés. Parce que je pense que si on faisait un sondage, Oui, bien sûr. je pense que les gens qui ne connaissent pas seraient plus élevés. Oui, Mais c'est même des certain. gens plus déjà intéressés, bon, mais quand même, on est à peu près à la moitié, hein. Oui, oui, C'est prouve qu'il y a oui, du ça boulot. nécessite à culturer, en fait, en permanence. Ouais. Il y a un Hippolyte, chemin. un petit mot aussi. Bonjour Philippe. Oui. Ça montre qu'il y a un chemin qui a été fait depuis plusieurs années, depuis notamment la fin des années 2010, avec une loi modernisation de la justice qui a introduit pour la première fois plusieurs types de médiation dans le code de justice administrative et le médiateur territorial notamment. Et résulte de ce mouvement législatif et réglementaire. Mais Joël nous expliquera Ouais, davantage. c'est assez récent, en Et, fait. et oui, l'autre loi importante, c'est la loi aussi engagement et proximité de décembre 2019, C'est ça. qui n'est pas une obligation, mais je sais pas comment dire ça, qui cadre C'est ça. la création du médiateur territorial et donc qui lui donne aussi une forme de reconnaissance, de légitimité. C'est ça. Elle est importante, cette loi du 27 décembre 2019. Exactement, c'est l'article 81, en fait. Hein. Il y a la libre administration des collectivités territoriales qu'on connaît bien en France. Elle laisse la possibilité, si vous voulez, aux collectivités locales territoriales de se doter d'un dispositif de médiation. Elles peuvent le faire et cette loi vient cadrer en fait ces dispositifs. Elle est venue donc institutionnaliser en fait la médiation territoriale et en même temps donner des garanties d'indépendance et d'impartialité. C'est un élément important qui nous permet aujourd'hui, ce que vous disiez dans votre propos introductif, notamment de professionnaliser. Et est-ce que là, justement la loi de 2019 a été, même si 60 comme on disait, c'est pas énorme, mais il y a eu plus de créations après 2019 ou pas? Ou c'est quelque chose qui a pas été très très connu cet article de la loi? Je regarde Dominique parce que c'est vrai qu'on est un Ouais. peu en binôme aujourd'hui, mais en fait, la médiation institutionnelle, en fait, c'est assez récent en France. Hein. Le premier médiateur institutionnel, c'est le médiateur de la République. Ça date aujourd'hui défenseur des droits, mais ça date de 1973 en fait. 73. Et, ce qui n'est pas très ancien. C'est pas très ancien. Par rapport à d'autres pays qui ont une tradition beaucoup plus ancienne. Ouais. Beaucoup plus ancienne, et notamment au Canada, des pays aussi limitrophes de la France, comme la Suisse, la Belgique, l'Espagne, ont mis en place des dispositifs avant les nôtres. Et depuis 1973, ça a diffusé, si vous voulez, de manière polymorphe, et on a eu des collectivités, Paris ayant été la première, en 1977, à se doter d'un dispositif de médiation territoriale. On est vraiment au tout début. Alors il y a deux mouvements en fait qui permettent d'avancer significativement. Il y a d'abord 2013-2014, on est aussi dans le cadre des élections, comme on va les connaître cette année au mois de mars. Il y a des élus ou des futurs élus qui ont inscrit ce sujet dans leur programme et qui vont ensuite le mettre en œuvre une fois confrontés à l'exercice du pouvoir. Et puis il y a une deuxième vague qui est en train aujourd'hui d'arriver. C'est pour ça qu'on est 60 collectivités à avoir mis en place ce dispositif et à peu près une quarantaine de communes et métropoles. Et cette deuxième vague, elle permet de conforter, de se déployer et sûrement d'aller plus loin à l'avenir. Donc, avant d'arriver sur le contexte, on va dire juste quelques mots, mais qui me paraît important parce que ce contexte est quand même dégradé, et plutôt de façon importante. Dire là, la soixantaine, qu'il existe une association des médiateurs territoriaux
C'est ça, c'est ça. Des collectivités. C'est ça. le- La l'intitulé- MCT, l'Association des médiateurs de collectivités Et territoriales. je m'imagine que la soixantaine, tous sont adhérents de cette association, Oui, presque, ou quasi. c'est ça, presque D'accord. tous. Enfin, vous le disiez, la médiation, elle est déployée aujourd'hui sur des pans entiers, en fait, Bien d'activité sûr. de la relation humaine. Alors, il existe de nombreuses associations et chaque entité a aussi sa propre association. C'est le cas des médiateurs de collectivités territoriales. Ça n'empêche que, comme vous le disiez, on peut être à la fois médiateur institutionnel et médiateur libéral. Et donc, du coup, on peut être à la fois dans cette association et dans d'autres associations. On souffre trop des silos, n'en créons pas de, Tout à fait, il de faut ouvrir. nouveaux. Quelques mots donc sur ce contexte, parce que il y a plein de raisons qui justifient le fait de créer des médiateurs, d'en avoir beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai quand même l'impression que ce contexte qui, en quelques années, s'est fortement dégradé et qui, la cellule communale qui était un peu préservée jusqu'à présent, on le voit notamment sur les agressions de maires, même si le maire reste l'élu préféré des Français, mais ça baisse quand même faiblement, mais ça baisse quand même chaque année un peu. Et surtout, il y a un peu ces agressions qu'on peut voir dans les journaux, à droite, à gauche. Donc, même la commune, la fameuse proximité locale, est touchée un peu par ce contexte, effectivement, de tension, d'agressivité, de fracture. On parle même de fracture territoriale, d'incompréhension aussi. Et des fois, l'incompréhension, c'est vis-à-vis des élus, mais c'est vis-à-vis aussi de l'administration et de ce qu'elle représente, même si des fois les gens vont confondre une administration nationale avec le local. Ouais. Mais bon, ça c'est, on verra aussi que le rôle du médiateur, des fois, il est de répondre au-delà Ouais. même de la seule commune. Justement, alors, comme d'habitude, je parle trop, donc il faut que je m'arrête. Réagir peut-être un peu là-dessus, sur ce contexte, moi, que j'ai l'impression de ressentir comme de justifier encore plus l'intérêt du médiateur. Alors oui, il y a eu un contexte de... Plusieurs circulaires ont été prises justement pour protéger les élus depuis 2020. Il y a un contexte de violence, il y a un contexte aussi de dialogue qui est rompu, peut-être aussi d'une administration qui peut être perçue comme de la maladministration du fait d'une forme de digitalisation avec des services publics peut-être moins de proximité. Donc, Ce qui n'est pas totalement faux dans certains cas, Oui. soyons honnêtes. Hein. donc avec toutes ces perceptions-là, c'est vrai qu'il y a peut-être une manière aussi de redéfinir un dialogue par la médiation qui est un pan entier, en fait, la sphère publique. C'est pour ça que je parlais de la loi modernisation de la justice. On a, si vous voulez, une collectivité aujourd'hui peut être confrontée, peut avoir son médiateur, mais peut aussi, lors d'un recours, on peut lui prescrire une médiation par un juge et peut même, avant d'aller au recours, trouver une solution en médiation. Ça, c'est prévu par le Code de justice administrative et aussi au niveau territorial maintenant. Et on a la médiation préalable obligatoire pour des litiges entre certains agents et des collectivités qui ont une convention spécifique avec le centre de gestion auquel elles sont rattachées. Donc aujourd'hui, la médiation, elle est polymorphe. Elle s'inscrit dans ce contexte que vous avez décrit, qu'on a décrit également. Et donc, voilà, ce ne sont pas des médiations les unes contre les autres. Les principes sont communs. Joël, tout à l'heure, parlait d'indépendance, de neutralité. Elle s'applique. En fait, la médiation. Voilà. Ah oui, quel que soit le médiateur, c'est une doit être son identité. ADN, sinon. C'est ça. Et aussi l'ADN, c'est le rôle tiers en fait que peut jouer le médiateur. Et c'est en ce sens, pour prolonger le propos de Dominique, parce que c'est important en fait, ce qui vient d'être dit, c'est que vous avez raison. Aujourd'hui, il y a une méfiance à l'égard des institutions et les femmes, hommes politiques sont de fait touchés. Méfiance, défiance. Hein, en fait, c'est des fois peut aller plus loin. C'est vrai que l'élu local, en fait, les édiles municipaux sont ceux qui sont le moins touchés. Il y a une enquête assez récente d'Ipsos dans le cadre du congrès des maires de France qui a été réalisée, qui montre qu'il y a tout de même presque trois quarts des Français qui ont confiance en leur maire. Et l'une des raisons pour lesquelles les Français ont confiance en leur maire, c'est parce que c'est l'échelon local le plus proche, en fait. Et là où vous disiez peut-être que les services publics manquent dans les territoires, les élus locaux, alors je pense bien sûr d'abord
rapport aux maires de petites communes, de villes petites ou moyennes. Il les côtoie, il les rencontre, et lorsqu'ils attendent en fait honnêteté, respect des engagements, ils peuvent, disons, percevoir plus facilement en étant si proches en fait de l'élu local. Et c'est vrai que le rôle de tiers et d'impartial du médiateur, il permet, puisque les différends sont nombreux, les raisons de conflit sont nombreuses, permet de mettre un tiers en fait autour d'une table qui va faciliter les échanges et aider en fait les usagers du service public comme les collectivités locales et territoriales à se saisir en fait du conflit pour voir comment ensemble ils peuvent le dépasser. Et recréer la confiance, Et si je puis dire. Alors, c'est vrai que ce qui parfois peut-être pour le citoyen difficile à comprendre, c'est il se dit c'est rattaché, le médiateur est rattaché à la collectivité et en même temps il est indépendant. Et donc il peut se dire mais c'est pas antinomique, c'est Il peut se le dire et il doit se le dire en fait. oui. Il ne faut pas qu'il hésite à aller chercher la collectivité Ouais. et le médiateur. Monsieur le médiateur, vous êtes vraiment indépendant, le rôle d'impartialité et de tiers que vous devez jouer, je peux vraiment compter sur vous pour que vous soyez entre nous, au milieu en fait. Et c'est vrai que ça c'est un élément important. La loi de 2019, elle dit des choses parce qu'elle vient cadrer. C'est la première fois par exemple qu'il a été prévu un régime d'incompatibilité. Aujourd'hui, on ne peut plus être médiateur et élu de la collectivité où on officie. On ne peut plus être agent de la collectivité et médiateur. Donc il y a un cadre en fait qui est fixé, qui est important. Et puis c'est vrai que pour jouer ce rôle de tiers, et ça c'est aussi bien au bénéfice des collectivités, des administrations que des usagers en fait, que des milliers, le fait vraiment d'être entre deux, vous savez, ça facilite les échanges et ça met tout le monde en confiance, et ça permet, parce que les médiations c'est ça aussi, hein, quand les gens sont réunis autour d'une table en fait, même lorsqu'ils ne s'écoutent pas dans un premier temps, qui sont catégoriques, qui affirment dans ce qu'ils pensent en fait, après l'échange, et grâce à ce travail en fait, ce processus de médiation, étape après étape, ça permet vraiment de tirer le meilleur. Et nous on est assez bluffés en fait, Dominique et moi qui sommes médiateurs et qui faisons ça au quotidien, par les solutions que les médias peuvent trouver. Et ça c'est tant utile pour les collectivités que pour les usagers du service public. Alors, juste, excusez-moi, hein, juste une précision que j'ai oublié d'indiquer au départ. Classiquement, de toute façon, on peut toujours poser des. Je dis ça parce que je vois, j'ai pas encore de questions. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vrai qu'en général, je vous le dis dès le début. Effectivement, il y a l'onglet questions, donc c'est assez facile. Donc allez-y. Vraiment, notre idée, c'est aussi, tout au long de cette webconférence, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Excusez-moi. Et dans le prolongement de ce que disait Joël, on est bluffé parce que c'est vrai que les personnes qui participent aux médiations trouvent par elles-mêmes des solutions. Et ça, c'est la confiance qui le permet. Donc ce que dit Joël est très important. C'est bien aussi qu'ils se pensent et qu'ils posent et qu'ils pensent la question de l'indépendance avant même que la médiation commence. Parce que c'est aussi notre rôle de leur expliquer systématiquement pourquoi on est indépendant, pourquoi on est neutre, même si on est, entre guillemets, du côté de la collectivité, parce qu'on est le médiateur institutionnel de la collectivité. On est du côté parti. parce qu'on Question, est... Oui, c'est ça, mais on est du côté parce que c'est vrai que la difficulté en fait de l'exercice, c'est jamais simple pour un médiateur en général. Quand vous êtes un médiateur libéral, vous avez toujours, et c'est normal, des médiés qui vous rappellent que vous êtes un tiers impartial en fait, ou multipartialité si vous voulez. Mais en tout cas, vous devez vraiment être entre deux. Lorsque vous êtes médiateur institutionnel, c'est-à-dire rattaché à une institution, que vous soyez médiateur de collectivité locale, territoriale ou médiateur d'un ministère, d'un organisme public, vous êtes rattaché à cette institution. En fait, votre champ de compétences est adossé en fait au champ que vient vous donner l'institution pour laquelle vous officiez. Mais ça ne veut pas dire dépendant pour autant. Ça ne doit pas dire dépendant pour autant, et c'est pour Non. ça qu'il faut avoir des médiateurs qui soient extrêmement vigilants avec cela. C'est pour ça que c'est très important que les collectivités, les organismes qui créent des dispositifs de médiation soient aussi dans cet esprit-là et permettent, disons, le déploiement de la fonction de médiation de cette manière-là. Et c'est la condition pour qu'on puisse jouer complètement notre rôle et que ça soit complètement utile. Il en va aussi de la crédibilité du dialogue. Le médiateur permet de réunir des personnes autour de la table. Sa crédibilité tient en son indépendance. C'est ça.
Alors, j'ai plein de questions qui tombent. Avant, je m'accorde moi une question juste avant. Ouais. Non, parce que c'est vraiment un peu dans le prolongement. Déjà, de dire sur le profil qui change un peu, professionnalisation, ça on le verra un petit peu après. Je dis ça parce que c'est assez proche hein, par rapport à ce qu'on est en train de se dire. Et l'autre chose, je me souviens de ce qu'on s'était dit, de ce que vous me disiez, que plus une fois, les élus, et peut-être dans les plus petites communes, se disent, mais le meilleur médiateur, c'est moi. C'est vrai que ce fameux maire qui met un peu à toutes les sauces, qui sert un peu à tout, et c'est vrai que des fois, il peut remplir ce rôle. Mais c'est une façon aussi, j'ai envie de dire aussi, de se protéger, d'avoir ce tiers aussi. Oui. Donc c'est... Oui. Peut-être Dominique peut compléter, mais si vous voulez, oui, c'est protéger, tout le monde se protège en fait. Parce que quand, bien évidemment, que les maires, et pas que les maires de petites communes, les maires aussi de grandes villes ont cette action de proximité, ils sont au quotidien en fait, toujours sollicités en fait. Mais là, le médiateur, il est tiers en fait, il n'est pas un acteur en tant que tel. Il rentre pas dans le conflit, il est là pour accompagner un échange. Et donc, il protège bien évidemment la collectivité. La collectivité, ça peut être l'élu, mais ça peut être aussi le dirigeant des services administratifs. Et il protège le citoyen, l'usager, en fait, parce que ce rôle, en fait, de tiers où il est entre les deux permet et aux uns et aux autres de plus facilement s'exprimer et dire les choses. Et le processus de médiation, je le disais, c'est étape par étape. Dans un premier temps, les gens disent des choses, ils ne s'entendent pas parce qu'il y a conflit. Le travail du médiateur, ça va être de reformuler de la sorte à ce qui est dit par l'un soit dit différemment par l'intermédiaire du médiateur, mais fait écho un peu aux propos qui a été tenus. Ce que fait pas un élu. Ce que ne peut pas faire un élu, parce qu'il, bien sûr, il apparaît comme concerné par l'autorité. Et il est de fait. Et après, on avance dans le processus de médiation, et c'est pour ça qu'il faut être formé, parce qu'au-delà d'aider les médiés à mieux se comprendre, à se mettre à la place de l'autre, il y a aussi, au-delà des positionnements, des postures que nous pouvons des fois avoir lorsqu'on est en conflit, les véritables besoins qui doivent s'exprimer. Voilà, et c'est ce travail-là qu'accompagne le médiateur. Et c'est difficile pour un maire ou pour un directeur général des services ou pour toute personne d'encadrement, parce que quelque part, vous êtes, par exemple, prenons un maire qui prend un permis de construire. Le permis de construire est contesté par un voisin. Certes, la mairie est tierce. Peut-être que le litige porte entre les voisins. Mais il n'empêche qu'il est quand même auteur de l'acte. Donc dans la médiation, s'il arrivait en étant médiateur, qu'est-ce qu'il ferait de l'acte qu'il a pris? Il ne pourrait pas se dédire. Et ça pourrait même être pire. Voilà. J'ai envie de dire dans certains cas. Là, c'est un très bon exemple. Alors qu'un tiers, il va les réunir tous les trois. Et peut-être que le maire aura peut-être un rôle un peu à part, parce que peut-être que le conflit n'est juste qu'entre les voisins. Mais au moins, il n'a pas cette problématique de l'égalité. Parce que une des questions aussi de la médiation territoriale... C'est vrai que votre exemple est très parlant, et en plus, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Hein. Ouais. Donc, et vous pouvez le démultiplier pour du RH. Vous avez quelqu'un qui est dans l'encadrement RH, il y a un litige entre agents, il n'empêche qu'il évalue les deux. Donc comment il peut être tiers et neutre? Le médiateur, c'est sa garantie. Il ne peut avoir la confiance de tous que s'il est neutre, tiers et indépendant. Alors, je vais commencer à prendre quelques questions parce que vous voyez, c'est parti d'un coup. Alors, juste une petite question sur vous concernant, Joël Guessot. Êtes-vous toujours médiateur de la ville de Marseille? Oui. Ben oui. Je vous ai présenté tel quel, et quelqu'un peut-être en doutait. Donc, le voici rassuré. Non, mais peut-être derrière cette question, mais c'est bien de la poser aussi, en fait. Ouais. Parce que, on le disait, libre administration. Donc, les collectivités ont la possibilité ou pas de se doter de ce dispositif. Si elles décident de se doter d'un dispositif comparable à la loi de 2019, elles peuvent le faire à leur manière, en fait. Donc, en fait, pour qu'un médiateur soit nommé, il faut qu'il y ait une délibération
au conseil municipal et c'est la délibération qui prévoit le champ de compétences du médiateur, sur quoi il peut et de quelle manière il peut intervenir, et les moyens qui sont adossés à cette fonction. Donc il peut y avoir ici ou là des médiateurs qui sont nommés pour la durée d'un mandat municipal. Alors oui, la question c'est jusqu'à mars Oui, 2026, je suis médiateur de la ville de Marseille. Après, on verra, parce qu'il y a des collectivités qui disent un mandat et puis c'est tout. Moi, je suis assez favorable d'ailleurs à cela. L'inamovibilité, si vous voulez, quand on est médiateur, un peu comme le défenseur des droits. On est nommé, on n'a pas le droit de vous toucher. Donc, vous savez, ça renforce la liberté. Mais on est nommé que pour un cadre limité, une durée limitée. Voilà. Et puis, donc je suis assez favorable à ça parce que je pense que ça renforcerait le cadre, disons, d'indépendance des médiateurs. Ce n'est pas le cas à Marseille. À Marseille, il y a toujours la possibilité de conduire le médiateur, mais il y a des dispositifs de médiation qui prévoient cela. Par exemple, au conseil régional d'Île-de-France, c'est comme ça que ça se passe. Et dans le détail, parce qu'on a des chiffres de 60, il y a une question sur les différents. Les 60 médiateurs existants sont rattachés sur quel type de collectivité, commune, PCI, département, région. Donc, on en a parlé juste avant sur cette répartition. Commune, interco, c'est une quarantaine, je crois, me souvenir, donc 40. Ça. Et le reste, c'est département, région. C'est ça. Département, région et quelques métropoles. Et c'est vrai que c'est surtout des grandes collectivités. On a peut-être quelques contre-exemples, mais pas fréquents. C'est plutôt des grandes collectivités parce que, comme vous le disiez, il y a une vingtaine de départements et régions en fait. Il y a de nombreuses zones blanches, il y a des territoires entiers, des pas entiers qui n'ont pas mis en place de dispositif de médiation territoriale. Je crois que vous me disiez tout à l'heure 15 départements au total. Aujourd'hui, il y a 15 départements qui ont mis en place un dispositif, à peu près, des fois c'est 14, des fois c'est 16, mais on est sur ce calibrage-là. Et aujourd'hui, trois régions, ce sont ce dispositif. Alors, dans les 40 en fait, pour arriver à 60, dans les 40 communes et métropoles, c'est vrai que ce sont plutôt des grosses villes ou grosses métropoles, mais pas que. Et donc, les petites communes, on les trouve notamment dans les régions qui sont le plus largement acquises à l'idée de la médiation. Alors, je pense en Île-de-France, en Île-de-France, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est vrai que là, on peut trouver des petites villes qui ont mis en place un dispositif. Bon, dans le livre que j'ai écrit, il y a notamment une carte. Vous avez une carte aussi que vous pouvez retrouver sur le site de l'Association des médiateurs de collectivités territoriales. Voilà. Mais ça, c'est 60 aujourd'hui. Je pense qu'il y a un potentiel pour aller beaucoup plus loin. Bah oui, quand on sait le nombre de communes, on reste, bon, avec les communes nouvelles, c'est un peu baissé, mais on reste un peu à moins de 35 000 communes en France. Et effectivement, l'échelle de l'intercommunalité qui peut être aussi intéressant par rapport, parce qu'une toute petite commune peut se dire, je sais pas, c'est n'importe quoi, 150 habitants, bon, je vais pas créer un médiateur, mais une communauté de communes, ça peut être une bonne échelle. Et je ne suis pas sûr que dans les 6 intercommunalités qui ont un médiateur, il y ait des communautés de communes, par exemple. A priori, c'est plus quand même des communautés urbaines ou métropoles. Nice, Lille, oui. Après, c'est tout à fait envisageable, dans le cadre d'une communauté d'agglomération, dans le cadre de communautés de communes, d'envisager un médiateur commun qui pourrait aussi être médiateur quand il y a un litige, et c'est de plus en plus fréquent, entre les communes et l'interco sur des questions de compétences. Ouais. C'est vrai, c'est juste ce que dit Dominique. Quand on pense développement de la médiation dans les territoires, en fait, pensons vraiment à toutes les échelles, en fait. Alors, il y a la loi de 2019 qui prévoit un dispositif de médiation incarné par le médiateur territorial, mais c'est vrai que les maires, notamment les maires de petites villes, en fait, aux communautés de communes, soient à l'aise. Ils peuvent imaginer un dispositif vraiment très, très pluriel. Ici, c'est une personne qui exerce la fonction, mais là, ça peut être une association à qui l'on confie, en fait, les différends et les litiges. Il y a vraiment sur tous les territoires des associations qui peuvent travailler en ce sens. Et indépendamment du texte qui prévoit le médiateur territorial, je le répète, les textes du Code de justice administrative le prévoient aussi. Mais il peut très bien y avoir, comme le dit Joël justement,
des associations ou un médiateur qui intervient de temps en temps sans forcément qu'il soit sous le régime C'est ça. de la Non, loi non. engagement et proximité. Sevipov disait pour l'AMF, je crois, que dans la mandature là, qui est en train de se terminer, 2000 maires avaient démissionné, quitté leur mandat. Je ne sais pas si ces maires à côté auraient eu un médiateur, en fait, d'une manière ou d'une autre, si peut-être ça n'aurait pas facilité en fait, un peu plus d'échanges et les sécuriser pour qu'ils soient moins en front en fait, par rapport à cette population qu'on comprend aussi, qui est de plus en plus exacerbée et qui attend des résultats de plus en plus... On ne sait pas dans quelle proportion, mais c'est évident que ça aura un impact, et un impact dans le bon sens. Alors, je ne vais pas toutes les poser parce que moi, il faut qu'on continue aussi, mais encore une question sur Marseille. Alors, je vais focaliser sur vous. Comment la fonction, Marseille suscite des intérêts pour tout le monde. comment la fonction de médiateur est-elle vécue à Marseille? Alors, justement, peut-être qu'il y a eu une évolution sur le nombre, parce qu'on va parler aussi à un moment de votre rapport annuel, l'importance qu'il a aussi. Et bon, de voir qu'il y a eu plus de saisines, bon, il faut du temps aussi pour se faire connaître. Donc, comment est vécu? Bien, mal C'est-à-dire, donc, comme vous le disiez, il y a la question de la communication. L'acculturation à la médiation, c'est un travail que nous, les médiateurs, nous connaissons bien parce que nous sommes sollicités souvent pour venir présenter, expliquer, dire des choses, mais ça nécessite d'être pas seul à mener le combat, si vous voulez. Il faut qu'on ait à côté de nous, autour de nous, des relais d'opinion, des prescripteurs, des ambassadeurs. Et d'ailleurs, au demeurant, somme toute, plus il y a de médiation réussie, plus on sait qu'on peut compter sur les médias pour être extrêmement efficace, justement pour diffuser et acculturer. Et c'est vrai que bon, moi j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans à Marseille, j'ai eu vraiment le souci, si vous voulez, de sortir des murs en fait, d'aller à la rencontre, aller vers en fait. Et du coup, j'ai mis en place ce qu'on appelle des permanences physiques. Donc je suis sur le terrain à chaque fois que je suis à Marseille, en fait, je suis en permanence dans les mairies de secteur ou à la maison de la justice et du droit. Et j'ai eu le souci aussi, parce que c'est vrai que c'est un sujet, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, de démultiplier notre force de frappe en fait. Et donc d'aller chercher des partenariats avec les professionnels du droit, le barreau, les juridictions administratives, les délégués du défenseur des droits, etc. Et c'est je pensais l'aborder à un moment et avec c'est ça vous. qui permet, si vous voulez, qu'aujourd'hui on a un peu plus d'un demi-millier de saisines, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 75% de saisines qu'on avait il y a moins de 3 ans. Et pour compléter le propos de Joël, c'est pas parce que les saisines augmentent qu'il y a plus de conflits. C'est parce que le médiateur est plus visible qu'on arrive à mieux l'extérioriser et à mieux le saisir aussi. Mais plus connu, plus des retours de se dire, parce qu'il y a toujours un peu cette prudence de se dire, effectivement, quand, je sais pas, un voisin ou un ami dit, mais moi, ça a été super efficace et tout, voilà, on sait comment ça fonctionne. Et maintenant, il y a la prescription, ça marche beaucoup. Et moi, je vois maintenant même à Marseille, puis dans d'autres collectivités où j'officie comme médiateur administratif, quand les élus aussi, les directeurs de services participent, ça aide aussi beaucoup. Et là, aujourd'hui, concrètement, je suis sollicité par des maires de secteur, des conseillers municipaux ou des adjoints au maire, d'ailleurs de toute sensibilité, si vous voulez, qui se sont appropriés un peu plus le sujet, et du coup, ça nous aide, nous, dans l'exercice de notre métier de médiateur. Attention, on a avancé et progressé, c'est clair, et ceux qui me connaissent savent que je suis le premier à le dire, mais ceux qui me connaissent savent que je suis aussi le premier à le dire. Il nous reste encore beaucoup à faire pour complètement déployer cette fonction. Ça ne suffit pas, c'est une première étape. Il faut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas qu'à Marseille. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur tous les territoires. Déjà, il existe. Parce que même si on disait c'est surtout dans les grandes collectivités, on a, et on ne citera personne, il y a encore des grandes collectivités qui n'en ont pas. Tout à fait. Et c'est vrai que je trouve que c'est utile dans tous les types de collectivités, mais particulièrement dans les villes, d'une petite à une très grande. Parce que c'est là où le rapport de proximité est le plus fort quand même de l'habitant, où il a le plus de connaissances quand même. C'est plus vrai, quand même beaucoup moins quand même au niveau d'une région, d'un département. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, mais donc son utilité, moi je la trouve vraiment particulièrement forte au niveau municipal.
Donc avec la campagne, c'est le moment de C'est s'en saisir. c'est le moment. Deuxième séquence, là, ce que j'appelle la médiation en pratique. Donc, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais vraiment la médiation, c'est un peu intervenir vraiment sur tous les champs de l'action municipale. C'est vrai que, Dominique, tout à l'heure, vous avez donné un bon exemple avec le permis de construire, parce que c'est vrai que c'est, on va dire, l'urbanisme, le logement, c'est les secteurs auxquels on pense, mais pas uniquement. Je veux dire, moi, je pensais, je citais ici tout à l'heure la voirie, les déchets aussi, mais beaucoup, beaucoup d'autres secteurs. Ça peut être tous les secteurs et ça peut être pas forcément que les rapports avec l'usager. Il peut y avoir des Oui. litiges avec des entreprises, il peut y avoir Des des, associations. des litiges avec des associations, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi envisagé dans le cadre d'un litige avec un agent. Mm. Le médiateur, il faut l'entendre, c'est pas un concurrent des directions opérationnelles et pas le concurrent des directions juridiques, des directions financières, des RH. Ni des avocats, d'ailleurs. Ni des avocats, et j'en suis la preuve, puisque j'ai fusionné les deux. Mais Vous voulez dire que dans des villes, des fois, c'est ressenti comme ça? ça peut être... Des services de dire, oula, qu'est-ce qui vient on- de marcher sur nos il est, plates-bandes? il est possible que, et là ça renvoie aussi à Mm. la connaissance du rôle du médiateur, Mm. on est quand même sur des textes très récents. Mm. 2019, il est peut-être pas encore tout à fait digéré, Mm. ce texte. Il est pour Mm. être déployé. Les textes de 2016 qui proposent des médiations, ça fait seulement depuis 2017-2018 qu'on a dans des contentieux de la médiation qui est proposée à hauteur Oui, on de sait. 2000 dossiers par an, 2000 contentieux par an. Mm. Donc il y a aussi cette acculturation pour que le médiateur ne soit pas vu comme quelque chose, une sorte de doublon par rapport à des directions qui existent déjà. Le médiateur, en revanche, peut avoir un rôle de sécurisation opérationnelle pour l'administration. Mm. Et je laisserai la parole à Joël. C'est aussi le rôle du rapport. Le rapport n'est pas un rapport à charge, c'est pas le rapport de la CRC. Le rapport annuel du médiateur territorial. Voilà. Oui, Le rapport c'est annuel important. Ah oui, c'est pas juste le rapport classique. C'est ça. Voilà. C'est vrai que ça C'est peut pas un bilan aider. d'activité seulement. Oui, si vous C'est voulez. pas un bilan d'activité, mais c'est pas non plus un rapport à charge comme il pourrait y avoir Non. sur des observations, sur la gestion publique. Donc il y a aussi ce mécanisme-là aussi, peut-être en lire, quand on est une collectivité qui n'a pas encore de ce dispositif-là, peut-être lire plusieurs rapports, peut-être pour s'imprégner, assimiler. Oui, alors c'est vrai que c'est récent. On a dit que la première collectivité, ça avait été Paris en 1977. On a dit qu'il y avait une deuxième vague 2013-2014, qu'on rentre sûrement, je l'espère, en tout cas, nous l'espérons tous, dans une troisième vague à l'occasion de ces échéances. Mais du coup, on a suffisamment maintenant d'années et d'expérience pour tirer enseignement, si vous voulez. On peut capitaliser sur les bonnes pratiques. Oui, et des choses ont pu évoluer. C'est ça, ouais, puis évoluer, de l'expérience. Ouais. ajuster. Bon, Ouais. moi, dans le cadre du livre, j'avais mené une enquête, j'avais interviewé tous les médiateurs territoriaux. Il y a de très belles choses. Vous allez à Nice ou à la métropole de Nice, vous allez au département de Seine-Saint-Denis, vous allez au Conseil régional d'Île-de-France, la ville de Paris. Il y a de très, très belles choses ici ou là, et on peut s'en inspirer. C'est vrai qu'un élément important, et qui d'ailleurs est bien dans la loi de 2019, c'est notamment, au-delà du régime d'incompatibilité, le rapport annuel du médiateur. Et le rapport annuel du médiateur, il doit être à la fois transmis auprès de l'organe délibérant, celui qui a eu à créer le dispositif de médiation, mais également transmis auprès du défenseur des droits. Et donc, c'est intéressant parce que nous, comme médiateurs territoriaux, médiateurs institutionnels, en général, tous les médiateurs institutionnels font un rapport. On tient compte, en fait, des saisines sur lesquelles on a travaillé dans l'année, des médiations qui ont eu lieu dans l'année. Donc, ça permet aussi de dire des choses. La collectivité, bien évidemment, pas obligée de nous suivre, mais on peut dire des choses. Donc, du coup, la médiation, ce n'est pas seulement un outil de dialogue, si vous voulez, de démocratie participative, mais c'est aussi un outil de transformation continue en fait de nos organisations et de la fonction publique pour renforcer son efficience et améliorer les relations entre l'administration et les usagers. Donc le rapport, c'est vraiment un outil en fait que nous avons entre les mains, les médiateurs, et puis pour ceux aussi qui veulent vérifier si les médiateurs sont complètement indépendants, partiaux, ben les recommandations qu'ils formulent, ben ça peut être aussi un bon indicateur. Ouais, bien sûr. On a pas mal parlé tout à l'heure du maire,
Mais je pense aussi au DGS, parce qu'il a un rôle aussi pour que cette amélioration, ça infuse dans les services, et surtout que ça ne soit pas vécu un peu comme une intrusion. Hein, parce que, donc il a ce fameux rôle, c'est un rôle de management, et ce rôle de transversalité aussi entre services, parce que je pense que ça ne concerne pas qu'un service. Ça serait trop simple. Ça concerne en général plusieurs services dans les recommandations que vous pouvez faire. Hein. Tout à fait. Donc, que le DGS soit vraiment un relais, j'imagine que C'est c'est capital. c'est C'est important. capital. Dominique évoquait l'importance de travailler de manière fluide avec les directions Oui. opérationnelles notamment, ainsi que les directions juridiques. C'est très important. Vous savez, l'état d'esprit dans lequel est l'exécutif au moment où il crée le dispositif, ça compte. Vous savez, ceux qui sont à l'initiative d'eux, c'est important de voir dans quel état d'esprit, jusqu'où ils sont prêts à aller, dans la liberté qu'ils accordent au médiateur et les moyens qu'ils lui donnent pour exercer cette fonction. Mais c'est très important, c'est là où je vous rejoins tout à fait, Philippe, c'est très important qu'il y ait des relations extrêmement fluides et opérationnelles entre un directeur général de service, quelle que soit la taille de la collectivité, et le médiateur. Nous, concrètement, à Marseille, par exemple, nous voyons tous les mois. Ça avait été mis en place avec Didier Austré il y a 3 ans. Aujourd'hui, avec M. Poupard, on continue, on fait de la même manière, on se voit tous les mois, et ça permet justement d'échanger et de pouvoir avancer sur les dossiers. Oui, une fois par mois, c'est pas juste symbolique, hein. C'est pas la réunion annuelle. Tout à fait. Donc, oui. C'est une vraie réunion de travail. Et donc, vous voyez des résultats, même. On voit des résultats. Alors, Parce que c'est une grosse machine, hein, quand comme Marseille. on est médiateur, comment dire, on en voit des résultats, mais on n'en voit jamais suffisamment, en fait. Bien sûr. D'accord. Mais peut-être que c'est l'acteur général des services pour dire aussi cela. Oui, on voit des résultats. Maintenant, c'est un long travail. C'est pour ça qu'il faut de la durée aussi en médiation institutionnelle. Il faut peut-être limiter la durée des mandats, mais en même temps, il faut un certain nombre d'années suffisamment pour pouvoir faire avancer des sujets. Oui, c'est pas un coup de baguette magique. Et dans les nombreux points très intéressants de l'ouvrage de Joël, il y a quand même, il insiste sur cette relation élu-DG, qui est quand même une des conditions de réussite du médiateur. Et l'ouvrage de Joël montre aussi qu'un médiateur n'est pas une espèce d'îlot séparé de la collectivité. Il y a une interpénétration constante. La proactivité du médiateur fait partie aussi de la réussite du dispositif. Et pour prolonger ce que dit Joël, les réunions avec les directions opérationnelles permettent aussi de lever un peu ce fantasme, ce tabou sur ce qu'est le médiateur, qui ne vient pas fouiner dans les affaires, qui ne le regarderait pas. C'est pas une inspection générale des services. Voilà. Si vous voulez. Oui, il peut avoir des fois cette image-là. Ouais. En tant que tiers, en tant qu'extérieur, voilà. C'est cette carotte, le médiateur. Oui. Et un échange que j'avais eu par le passé avec la médiatrice de la ville de Montréal me disait que c'est extrêmement important d'être bienveillant, que les services en fait n'aient pas l'impression que le médiateur vient toujours discuter, remettre en cause, surveiller. Non, je crois que l'enjeu c'est pas celui-là, hein. C'est vraiment d'écouter, parce que les services ont des besoins. Leur mission n'est jamais simple en fait. La charge de travail, vous savez, on le sait bien chez VK, est important. Ils n'ont pas toujours, pour ne pas dire maintenant, même pas souvent, accès directement à la relation avec l'usager. Et la médiation, en réunissant même systématiquement, moi je réunis les parties autour d'une table, elle permet ce contact direct, et ça c'est utile pour l'usager parce qu'enfin il rencontre l'institution, il la voit, elle est incarnée, mais c'est aussi utile pour le responsable du service opérationnel parce qu'il peut aussi expliquer, des fois un peu mieux expliquer, donner plus d'éléments sur la décision qui a été prise, il entend directement et peut du coup aussi peut-être plus facilement tenir compte et ajuster le cas échéant. Dans ce que vous dites, c'est une formidable transition sur notre dernière séquence, parce que c'est quand même ce que vous disiez là sur par rapport au service, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être quelque part diplomate, mais tout en effectivement en faisant passer aussi des messages pour que ça qu'il y ait des changements. Et je vois justement, il y a une question qui tombe à point nommé. Alors je rassure l'internaute, sa question n'est pas du tout bête, parce qu'il dit j'ai une question peut-être bête. Comment devient-on médiateur territorial? Donc dernière partie sur développer la médiation, et j'employais tout à l'heure le mot un mouvement de professionnalisation. Effectivement, c'est qui les médiateurs?
Et moi, à une époque, j'ai l'impression que c'était des magistrats retraités. Bon, c'est sûrement un peu cliché. Bon, aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle génération de Oui, médiateurs et une oui. formation spécifique. Parce que ça ne s'improvise pas. On était en train de regarder Ouais. qui Oui. commençait, là. Ça veut dire Mais on va compléter l'œil, là. on est d'accord, en tout cas sur les grandes lignes là-dessus. Mm. Oui, il y a une professionnalisation des médiateurs. Il y a des médiateurs de plus en plus jeunes qui se forment à la médiation en début de carrière, pas forcément des transitions ou en fin de carrière. Peut-être aussi parce que on bénéficie aussi du travail qui a été fait des pionniers qui ont fait connaître la médiation. Voilà, c'est les effets d'entraînement. Donc ça modifie forcément le profil. Il y a de plus en plus aussi de médiations qui sont proposées par des magistrats de la juridiction administrative et qui sont assez ouverts. Ce n'est pas forcément que des profils de juristes ou d'anciens fonctionnaires. Oui. Ça, c'est un élément important. Voilà, il y a Les juridictions administratives on font leur de plus en profile. plus de médiation et confient du coup de plus en plus les médiations à des médiateurs avec des profils qui peuvent être très Voilà, pluriels. il y a des profils types. Alors c'est vrai que connaître le fonctionnement d'une administration, connaître le fait que une administration est un corps qui évolue en permanence, c'est un plus, mais c'est pas forcément une garantie pour comprendre Pas suffisant, mais c'est litige. quand même compliqué si on n'a pas cette brique-là, si je puis dire. Parce que c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Surtout dans les communes, elles ont selon les villes des appellations différentes. Il faut comprendre des fois ces subtilités aussi là. Alors il faut comprendre, mais le litige n'est pas toujours que juridique. C'est ça qu'il Oui. faut aussi Oui. noter, c'est que parfois derrière le conflit, Les exemple, petits humains, je vais prendre un exemple. Il est Parfois, souvent, vous avez un agent qui va contester son administration. Alors, il n'a pas eu une prime, il n'a pas eu un accident de travail reconnu. On est sur des terrains juridiques. Mais parfois, la médiation permet de découvrir qu'en fait, il y a du point de vue de l'agent, il y a un manque de reconnaissance. Et ça peut permettre de remettre des mots, de remettre du dialogue, de remettre du lien. Joël, avant de vous donner la parole, juste peut-être une petite parenthèse, parce que vous l'aviez évoqué au début, et pour qu'on comprenne bien, c'est vrai que jusqu'à présent, on parle surtout du médiateur, voire quasi uniquement, par rapport à l'usager. Et là, quand vous avez parlé tout à l'heure aussi de côté RH, là, on parle des agents. Ouais. Et donc, je dis ça parce qu'il y a aussi d'autres moyens. Il y a le service RH, on sait que le CDG, le centre de gestion, a un rôle aussi très important, parfois aussi pour les plus petites collectivités, mais pas uniquement. Quand c'est des sujets un peu sensibles, ça peut être ce fameux tiers. Donc, comment l'agent se dit, je vais voir le médiateur ou je vais voir Hôtel? Comment Alors, il sait ça? Ça aussi, ça dépend. Hein. Je laisserai Ouais, Joël, il n'y a pas de règle, c'est pas je laisserai d'obligation. Joël développer. Hum. Ça dépend en fait presque de la charte du médiateur auprès de la collectivité. La collectivité peut lui dire C'est dans la délibération de création. vous ne vous occupez que Oui, des laisser de litiges avec les souplesse, ouais. usagers. Peut-être il y en a d'autres qui vont dire on fait des marchés publics, on a prévu des procédures, vous ferez aussi les marchés publics. Il peut y avoir aussi les juridictions qui ont identifié le médiateur de telle collectivité et qui le nomment médiateur quand il y a un litige entre la ville et l'agent quand ils sont au tribunal administratif. C'est mon cas à Marseille, par exemple. Dans ce cadre-là, il y a une forme de souplesse, mais tout dépend en fait de qu'est-ce qu'on a mis dans le bloc de compétences et dans les degrés d'intervention du médiateur. D'accord. Non, cette souplesse, c'est important. La Excusez-moi, souplesse, je vous ai coupé. non, du Ouais. tout, mais Ouais. c'était bien de rappeler, la souplesse, c'est même primordial en fait. Vous savez, pour montrer aussi tout l'intérêt de la médiation, lorsqu'on saisit le juge en fait, il ne peut statuer que sur l'objet du différend pour lequel il est saisi. Il ne peut pas aller à côté ou au-delà, si vous voulez. La médiation, elle donne toujours la possibilité d'aller à côté ou au-delà. Et c'est vrai que souvent, c'est en allant à côté ou au-delà qu'on travaille sur toutes les causes en fait du différend et que plus facilement les médias arrivent à trouver des solutions pour sortir de leurs différends. Donc ça, c'est vraiment un élément important. C'est pour ça que derrière, il y a toute une technique en fait pour révéler cela. C'est ce que vous disiez, ça renvoie sur la professionnalisation. Alors, pour répondre plus précisément à la question, comment on fait pour être médiateur territorial? Du coup, moi, j'invite tout le monde à se former. Aujourd'hui, par exemple, j'anime le module médiation institutionnelle à l'IFOMEN, l'Institut catholique de Paris. Aujourd'hui,
il y a de plus en plus d'universités qui ont mis en place des diplômes universitaires. Allez chercher un diplôme universitaire de médiateur. Il y a quelques institutions, organismes qui ont mis en place des modules spécifiques en matière de médiation institutionnelle. Alors si c'est pas dans cet organisme que vous faites votre formation, vous pouvez compléter votre formation par un module plus spécifique, mais c'est très important d'être formé. C'est parce que d'ailleurs vous êtes formé que lorsque les juridictions administratives vous confient des missions de médiation administrative, elles peuvent être sécurisées en fait. Hein, ça c'est un élément important. D'ailleurs juste, on a cité quelques chiffres. L'année dernière, en 2025, il y a eu 2000 médiations dans les juridictions administratives. 2000 médiations en France. Donc là, on est vraiment dans le contentieux. C'est à l'initiative des juges. Les parties peuvent refuser. Elles ont accepté. Pour 2000 d'entre elles, en fait 4000 parties au minimum, il y a eu un accord quasiment une fois sur deux. C'est-à-dire que même en contentieux, la médiation, ça fonctionne. Alors, voilà. Oui, est-ce qu'il y a cette idée de réduire le contentieux, parce qu'on sait qu'il est un peu exponentiel dans tous les secteurs du droit. Oui, mais la tentative de médiation, parfois peut aboutir à un accord, dans une fois sur deux, quand on est devant le cadre d'une juridiction. C'est un beau chiffre, hein. Et parfois, Non. ça peut permettre aussi aux parties de comprendre que de s'être parlé courtoisement, de s'être peut-être entendu, mais il y a un point du litige qui est, par exemple, je l'ai vu dans une médiation, ils très bien au niveau de l'attitude, il y a eu de l'écoute et tout, chacun a fait un effort pour essayer de trouver une solution, mais ils ont buté sur une question d'interprétation, d'un jugement de cour d'appel, enfin d'un arrêt de cour d'appel pour trouver une solution. Mais au moins, ils étaient d'accord sur un désaccord. Ils sont pas partis ça sur peut être assez un pédagogique aussi. Bien Hein, sûr. si vous ils voulez. sont pas partis sur un contentieux sans savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, voilà. Oui, c'est peut-être que des fois, il y a des contentions, on sait que c'est une petite guerre, disons, et ça peut aussi... C'est ça. Ouais. On apaise les Ouais. tensions, on crée une relation humaine différente et du coup on passe d'une période où on ne se comprenait pas, on est plutôt dans un face-à-face, à une période où on peut construire. Et ça c'est au bénéfice, on va dire, du territoire et de la relation administration-usager. Il y a un élément qui est aussi, parce que vous disiez désengorger, oui peut-être, mais c'est 2000 médiations. Alors, c'est 1%, c'est moins de 1% par an. Ce chiffre reste quand même... Il y a une, on est à peu près, on est à peu près à, en 2025, faible, en 2025, il y a justement eu de ce côté-là une explosion du contentieux. On est quasiment à 300 000 contentieux enregistrés dans toutes les juridictions administratives. Rien que pour les tribunaux administratifs. Plus 20% de requêtes en 2025, rien que on est presque à 350 000 requêtes. 20% de plus. Donc là aussi, il y a un potentiel très important. Et là, le territoire, l'administration, puisqu'on parle à des élus, à des dirigeants de services publics, elle peut avoir un intérêt à avoir un médiateur qui connaît la chose publique. Parce que le terme, c'est celui-là. Vous le disiez, est-ce qu'il faut des compétences particulières? On a vu que le profil pouvait être pluriel, mais la chose publique, c'est important. D'ailleurs, c'est ce que demandent aussi les juridictions administratives. Quand vous avez un médiateur qui connaît la collectivité, son organisation, comment ça se passe en fait, comment ça s'organise, ça permet sûrement d'être plus efficace dans la relation. C'est pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement des profils anciens fonctionnaires, juristes, mais c'est vrai qu'il y a un lien, une connaissance du fonctionnement. Il ne faut pas oublier, une administration, c'est un corps qui évolue, qui bouge, qui est vivant. Et parfois, la médiation, elle peut intervenir à tout moment parce que parfois, vous avez des changements d'équipe. Et la nouvelle équipe, elle veut trouver une solution rapidement, sans passer par 5-6 ans de contentieux. Exemple tout simple. Cet aspect humain dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même... Parce qu'il y a des choses carrées, si je puis dire, même on se réfère à tel ou tel code, mais il y a aussi des fois une incompréhension, des non-dits. Et puis des fois, il y a des raisons pragmatiques. Exemple tout simple. Vous avez un marché public, exécution au niveau du décompte général définitif, vous n'êtes pas d'accord, la collectivité proposerait ça, l'entreprise proposerait ça. On a un écart parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En contentieux, ça veut dire que même si juridiquement la commune gagne, il va falloir qu'elle provisionne cette somme-là jusqu'à l'épuisement des recours.
Donc ça veut dire des Et imaginez, c'est pas sûr qu'elle gagne. capacités Et ça met du d'investissement. Ça des met- ca- Donc ça bloque pendant pas mal de temps. Ça met des capacités d'investissement qui sont réduites. Ça veut dire aussi qu'il faut prendre en charge tous les frais d'avocat, tous les frais d'expert, parce que parfois il peut même y avoir une problématique d'expertise. La médiation, voilà, peut-être que vous avez une nouvelle équipe qui va dire, écoutez, nous, on va essayer, on veut pas faire d'affaires, on veut trouver le juste compromis avec l'entreprise et on va y arriver. Et Et avoir elles font ce pari-là, en fait. et avoir ce médiateur territorial, ça peut aussi accélérer les choses, parce que le médiateur territorial, dans son analyse des situations, Elle a peut une connaissance intervenir. plus grande, oui. Ouais. Alors, le temps avance vite, malheureusement. Juste une question vraiment toute bête, très pratique. Là, on est dans la période de la campagne municipale, donc avec de nouvelles équipes qui vont arriver. Des gens nous écoutent, ils savent très bien ce qu'ils nous disent. Moi, après, j'ai envie effectivement de me doter d'un médiateur. Et auprès de qui ils s'adressent? Ouais. Là, on a expliqué un peu l'évolution des profils, que bon, il n'y a pas un profil unique, il y a différents types de profils, mais il y a ce besoin de connaître quand même la chose publique. On ne peut pas arriver totalement vierge, si je puis dire, de cette connaissance. Mais j'imagine, il n'y a pas, je vous pose la question, elle est un peu bébête, mais il n'y a pas une méthode ou une porte à laquelle frapper. Mais Non, il n'y a pas une méthode. Par contre, oui, on peut tirer enseignement déjà des nombreux dispositifs qui existent, même si c'est pas suffisant, c'est important. Là, dernièrement, il y a eu même un plaidoyer dans le cadre des élections municipales qui a été porté par notamment la MCT qui et Médiation 21, je crois, qui est venu donner quelques éléments aux élus, futurs élus. Donc, il y a plusieurs. Ça peut être un contact pour notamment l'association. Il y a plusieurs endroits en fait où les élus ou les dirigeants administratifs peuvent taper à la porte. Oui, ça peut en être un. Qui lisent en fait, parce que maintenant il y a pas mal de livres sur le sujet. Il y a bien sûr les deux nôtres, mais on peut additionner quelques autres ouvrages. Ça vaut le coup aussi de regarder ce qui a été écrit. Et puis on sait, je le disais, il y a des formations spécifiques pour les élus, pour des cadres administratifs dans différents instituts, organismes, universités qui se saisissent de ces formations. C'est vrai en amont, en formation initiale, mais comme pour les avocats, c'est vrai aussi de manière continue, c'est très important, notamment en analyse de pratique. Et puis, pour compléter ce que dit Joël, la question m'a fait naître une question. Finalement, c'est quoi le profil d'un médiateur territorial? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit sur le territoire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une attache affective et qui a étudié le territoire sans forcément y être présent? Est-ce que c'est quelqu'un qui a perçu une dynamique et qui veut aussi proposer ses services à une collectivité? Ça peut être aussi ça peut aussi venir du médiateur, Et on revient à démarche. l'idée de souplesse dont on parlait tout à l'heure aussi, de voir que le médiateur d'un territoire ne sera pas le même profil de l'autre, et dans les deux cas, ça peut très bien fonctionner. Exactement. Le trait d'union, c'est la formation, le souci en fait de l'impartialité et de l'indépendance. Il y a quand même de belles choses qui se passent à l'intérieur. Vous savez, quand la ville de Lyon décide de recruter, d'ouvrir en fait son dispositif de médiation, d'associer l'opposition municipale au processus de recrutement, c'est vraiment la volonté d'aller chercher un médiateur professionnel. Voilà. Mais c'est vers cela qu'il faut tendre en fait, inviter les collectivités, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur tendance politique, à aller chercher la professionnalisation. C'est la meilleure garantie pour que les médiateurs jouent un rôle impartial et neutre. C'est ça, et puis ça permet aussi c'est une question aussi d'offre et de demande. Et le médiateur territorial, aujourd'hui, peut-être soixantaine dans toute la France. On a des profils qui évoluent, on a des personnes qui sont de plus en plus formées. On a une professionnalisation aussi du métier. Vous me disiez aussi. Plus jeune, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des anciens qui jouent ce rôle-là. Voilà. Mais professionnalisation. Voilà. C'est vrai que hier, c'était plutôt des retraités, ça pouvait être des élus, bon, maintenant, c'est plus possible, ou des gens qui étaient en fin de carrière ou au tout début de retraite. Ça peut être encore un peu ça, même si la loi éloigne
ce type de profil. Mais par contre, il n'y a pas d'âge en fait pour avoir envie de rassembler des gens, de les aider à s'unir, à dépasser leurs différends. Donc il faut juste inviter tous ceux qui ont cette appétence-là. En fait, on est de plus en plus nombreux en France à être médiateurs, à se saisir de la médiation territoriale aussi. Et j'ajouterais pas forcément non plus le localisme. Alors, on a une dernière question sondage. Alors là, je vais vous demander vraiment une réponse très rapide parce que ça me paraît une question très basique, mais je me dis peut-être qu'on n'a pas été assez clair et on ne l'a pas abordé peut-être directement. Et vous allez voir la réponse a priori très simple. Quelle est la procédure pour solliciter l'intervention d'un médiateur lorsqu'une situation l'exige? C'est simple, on sait où il se situe et on prend rendez-vous. C'est ça. Alors on sait aussi il se situe, il faut encore travailler beaucoup sur les outils et supports de communication. En fait, le plus souvent, si vous voulez, c'est comme ça que ça se passe en général dans les 60 du dispositif, il faut qu'il y ait déjà un différent entre l'usager, personne physique ou personne morale, et l'institution, que ça a fait l'objet, si vous voulez, déjà d'une première requête, que face à cette requête, il n'y ait pas eu de réponse ou toujours une réponse négative. Et à ce moment-là, en général... On ne part pas de zéro. C'est ça, on ne part pas de zéro. Juste un ressenti. C'est ça. Et en général, le médiateur, si c'est dans le champ de compétences de la collectivité, il est compétent pour intervenir. Maintenant, moi, dans les permanences physiques que j'organise, toutes celles et tous ceux qui veulent me dire des choses, avoir un accès direct au médiateur, ils peuvent le faire. C'est le cas, par exemple, à Paris, à Bordeaux ou à Bourges, où les médiateurs territoriaux ont mis en place aussi des dispositifs de proximité pour écouter et entendre. Et comme on disait tout à l'heure, dans la mesure du possible, effectivement, il y a souvent un lieu, mais s'il peut y avoir un peu d'itinérance, différents rendez-vous, c'est vrai que dans les grandes villes, on a les mairies d'arrondissement, mais là, c'est quand même les 3 plus grandes villes de France. Mais on peut, pourquoi pas, près du marché, faire des permanences, là où les gens sont, effectivement, déjà de se faire connaître. Je rêverais ça. Alors, là, parce que là, on a déjà dépassé, mais je tiens à ma dernière question, parce que c'est un lien avec les municipales. Donc, je vous pose cette question. La création d'un médiateur territorial doit-il faire partie des programmes pour les prochaines élections municipales et communautaires? J'insiste sur cet aspect-là, parce que ce ne sont pas que les municipales, et comme on l'a dit, l'échelle intercommunale peut être intéressante. Oui ou non? Je vous laisse répondre et je vous ferai une petite réaction, je demanderai une petite réaction courte. Et oui, voilà, question, vous avez une idée de notre point de vue, ce qu'on a déjà dit, mais c'était de voir à la limite si, bon, tout ce qu'on vous a dit, tous les échanges qu'on a pu avoir vous ont un peu convaincu. Donc, je regarde. Bon, je n'ai pas encore le résultat pour ce temps-là. Oui, alors on revient sur... Il y a quelques centaines de personnes, c'est ça en face. Oui, c'est en train d'arriver. Donc je profite, parce que j'ai plein de questions que je n'ai pas pu vous poser. Puis on peut répondre après. Hein, vous pensez qu'un médiateur de la commune serait impartial? C'est un petit peu, on était au tout début, hein, c'est des questions du début que je n'avais pas pris. Quel est le lien hiérarchique? Il n'y a pas de lien hiérarchique, justement. Oui, de toute façon, il faut que le médiateur soit hors organigramme, si vous voulez. Hein. Il ne rend compte en fait qu'auprès de l'institution qui a mis en place le dispositif. Ça c'est très important. Et j'ajouterai un point pour compléter le propos de Joël. Il parlait tout à l'heure de la médiatrice de Montréal. Je l'avais aussi interviewée dans le cadre de mon ouvrage. Elle m'avait expliqué aussi les conditions dans lesquelles le conseil municipal ne pouvait pas la remettre en cause. C'est-à-dire, je crois que c'était une règle de 2 tiers de conseillers, il fallait un vote de plus de 2 tiers pour remettre en cause. Donc, l'indépendance, elle vient aussi de là. C'est-à-dire qu'un élu ne peut pas, si le médiateur traite un dossier qui ne convient pas, il ne peut pas le révoquer de cette manière-là. Donc, je pense que vous avez été... très convaincant, parce que les résultats, donc la création, je répète la question, la création d'un médiateur territorial doit-il faire partie des programmes pour les prochaines élections? Oui, 89%, non, 11%. Les internautes sont bienveillants également, merci.
Et donc ça, malheureusement, il va falloir qu'on... Désolé hein, pour les questions que je n'ai pas pu prendre, C'est la plus belle conclusion. c'est toujours... le temps passe trop vite, donc j'en profite pour vraiment vous remercier tous les deux. C'était passionnant et en plus avec un vrai pouvoir de conviction, j'ai envie de dire. Traditionnellement, je pense que ça sera une journée, au pire demain matin, on va vous envoyer le lien du replay de cette webconférence, qui sera aussi en ligne sur le site de VK. Donc, je tiens aussi en régie à remercier Cynthia Nguyen et Alicia Cousin pour leur rôle Merci. en back-office très, très important. Et j'ai envie de dire, ayez le réflexe médiation hein, pour cette campagne. C'est pas vous deux qui allez me dire Non. Et on se tient à disposition contraire. s'il y a des questions que les internautes Oui, peuvent nous exactement. poser sur nos comptes LinkedIn, il n'y a pas de souci. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, n'hésitez pas pour continuer. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement parce qu'on a encore pas mal de rendez-vous sur les municipales. Je n'ai plus tout en tête, donc je ne vais pas vous le dire ou vous dire des bêtises sur les dates. Mais on va communiquer dessus. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et encore merci à Merci vous deux. à vous. Merci beaucoup Merci. et à vous, monsieur.